Donc, comme vous l'avez certainement vu sur l'affiche, puis dans les précédents posts, pardon, on reçoit aujourd'hui Pierre Sage. Donc, Pierre Sage, pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Ah oui, bonjour. Déjà, merci de me recevoir. Content de partager avec vous ce moment. Donc, j'ai 38 ans. Je suis originaire de la région de Nice, puisque j'habite à Nice même. Mais avant ça, j'étais dans la région lyonnaise et notamment dans le département de l'Ain. J'ai un parcours assez normal, je dirais, avec à la fois un cursus universitaire à l'UFR STAPS de Lyon, dans lequel j'ai passé une maîtrise de management du sport. Et en parallèle de ça, j'avais passé mes formations de coach, à la fois à la Ligue Rhône-Alpes, puis ensuite à la Fédé, pour aller jusqu'au BE2, donc qui aujourd'hui est considéré comme un DES. Donc ça, c'est mon parcours de formation. Suite à cela, j'ai un parcours professionnel, puisqu'on se forme pour travailler. Donc j'ai travaillé dans différents clubs, à la fois dans mon club d'enfance, dans une petite ville du département de l'Ain. Ensuite, j'ai travaillé à Oyonnax, qui est plus connu pour son club de rugby. Suite à cela, j'ai travaillé pendant 5 ans en tant que responsable technique, puis manager général au FC Bourg-Péronne, qui joue maintenant en Ligue 2. Et après, j'ai enchaîné les expériences dans différents clubs. J'ai entraîné à Chambéry en CFA2, en ce temps-là, donc National 3 maintenant. J'ai fait un très très court passage à la SCAN avec les U17 nationaux. Puis j'ai pris un poste de manager à Sedan, donc la saison dernière, que j'ai stoppé au 30 juin 2017. Depuis 2013 aussi, j'ai ouvert une société qui s'appelle Altis Group, qui est plus connue par mon intermédiaire que par le nom de la société en lui-même. Cette société me permet d'avoir un statut pour travailler, notamment de proposer des formations, à la fois pour la Ligue ou aussi pour la Fédé, puisque là je vais avoir une opération avec la fédération pour former des coachs, et aussi d'autres missions en lien avec le football, comme notamment une très large collaboration avec le magazine Vestiaire au travers d'articles ou de DVD, où j'ai même écrit des guides qui sont ensuite commercialisés par le magazine, par la marque. Et encore en parallèle de tout ça, je suis enseignant vacataire à l'UFR STAPS de Lyon sur 3 niveaux de diplôme, les licences 3 entraînement, le master 1 de préparation physique et mentale, et le diplôme européen de préparateur physique. Donc c'est vrai que ces 2 dernières notions peuvent laisser penser que j'ai une attirance particulière pour la préparation athlétique. Ce n'est pas le cas. Si j'avais à me situer par rapport à ça, je me positionne plutôt comme un arbitre ou en tout cas un médiateur entre les pros entraînement et les pros préparation physique. Voilà. Donc là, j'ai balayé tout mon parcours. Ah bah ça fait un beau parcours, hein. Oui, bah, tu sais, quand on est âgé, le parcours est toujours un peu plus long, hein. Oui. Et du coup, comme je te le précisais hier, surtout moi je t'ai connu au départ sur un peu un poste que tu avais, je crois que c'est l'ouverture de ta page, il me semble, je sais plus si ça correspond exactement à l'ouverture de ta page, sur à peu près mi-juillet, je crois, ou mi-août, où tu proposais un poste ou une photo dedans où il y avait écrit méthode globale, situation d'apprentissage par la résolution de problèmes. Et du coup, j'aimerais en savoir plus sur justement cette méthode globale, en quoi elle consiste réellement, parce que, je pense qu'il y a beaucoup de personnes, puis étant donné, surtout peut-être moi déjà dès le départ, qui a peut-être des a priori sur cette méthode du fait qu'on la connaisse pas réellement concrètement, quoi. Alors, la méthode globale, je pense qu'elle a été détournée de son sens propre, dans le sens où aujourd'hui on dit on fait de la méthode globale à partir du moment où on fait du jeu. C'est à la fois vrai, mais c'est aussi faux, parce qu'on fait pas du jeu pour faire du jeu, on fait du jeu pour répondre à un objectif pédagogique
qui lui-même est l'émergence d'un problème de jeu que tu as rencontré soit dans un match, soit qui vient du cursus de formation que doivent suivre tes joueurs. Donc on fait pas du jeu pour faire du jeu, on fait du jeu pour progresser dans le jeu, à la fois sur le plan offensif et défensif, comme dans les transitions. Et la méthode globale est pour moi un outil important pour progresser dans ces domaines-là, mais ce n'est pas le seul outil. Et c'est vrai que tu disais tout à l'heure qu'elle est, que des fois elle est interprétée, ou en tout cas, je sais plus le mot que tu as utilisé pour dire qu'elle était peut-être décriée, j'en sais rien. Il me semble pas que ce soit si fort que ça. Ouais, c'est pas si fort, mais c'est l'idée, quoi. C'est quand on écoute des éducateurs parler de la méthode globale, c'est pour eux, c'est un jeu réduit basique, quoi. Alors qu'au final, ça va beaucoup plus loin que ça. Alors très clairement, moi je suis ni un pro ni un anti. Je considère que j'ai mes convictions, que les autres ont les leurs, que chacun a le droit d'avoir les siennes. Et à la fin, on s'en fiche de savoir qui a raison. L'important, c'est de faire des choses dans lesquelles on croit et qui nous plaisent, quoi. Complètement. Et d'ailleurs, c'est un peu je me mets des coups de pied aux fesses pour garder cette position-là, parce que c'est vrai que quand tu formes, tu essaies aussi de faire passer des messages, et souvent les messages sont ceux qui te parlent le plus. Chacun a sa méthode. De toute manière, c'est pas parce qu'aujourd'hui tu formes un éducateur à la méthode globale que demain il va l'appliquer dans son club et tu seras pas derrière lui pour l'appliquer. Donc effectivement, tu le sensibilises à la pertinence de travailler de telle ou telle manière, mais après chacun se construit son parcours comme il l'entend. Ouais, voilà, chacun après reçoit un petit peu l'information et l'adapte à sa sensibilité personnelle, et du coup après ça donne quelque chose qui fait un petit peu à sa sauce, quoi, et ça peut donner quelque chose de bien, quoi. Donc c'est l'idée des formations. Je pense que c'est le cas dans tout ce genre de dilemme entre personnes, c'est-à-dire que on décrit quand on n'est pas forcément informé sur, c'est-à-dire que les gens qui sont anti-analytiques ou anti-global, c'est peut-être qu'ils n'ont pas une connaissance très fine de ce qu'est l'analytique ou ce qu'est le global. Je pense qu'il faut s'ouvrir aux choses. Après, elles nous plaisent, elles nous parlent, on les trouve efficaces ou pas, on les applique ou pas. Voilà. Ouais. Il faut s'ouvrir le champ des possibles et ensuite se construire ses propres méthodes. Ouais, complètement. Faut pas prendre ça comme un discours moraliste, parce que c'est pas mon objectif, et je me l'applique à moi-même. C'est-à-dire que moi j'ai été formé au tout départ sur la méthode analytique, j'ai ensuite été formé à partir de 2003 sur la méthode globale. C'est quelque chose qui m'a parlé assez rapidement et dans lequel je me suis retrouvé. C'est pour ça que j'ai poussé mes réflexions là-dedans. Ouais. Et du coup, tu avais été formé dans quel cadre par la méthode globale, par la fédération? Oui, par la fédération. En fait, en 2002-2003, on avait un formateur qui s'appelle Richard Boilon, qui maintenant travaille au Krebs de Vichy, il me semble. D'accord. Qui passait son professorat de sport dans le cadre de l'encadrement du brevet d'état premier degré en cycle court et long. Je crois qu'il faisait les 2 sessions. Et il avait voulu initier cette méthode à la demande du conseiller technique régional de l'époque, à savoir Jean-Yves Bouchier, qui travaille maintenant à l'Olympique Lyonnais. Et c'est vrai que tous les arguments qu'il avançait m'ont séduit. Je n'arrivais pas à les démonter, parce que j'avais peut-être pas aussi envie d'avoir l'esprit critique, parce que ça me plaisait vraiment. Et depuis ce jour-là, j'ai complètement basculé, si tu veux. Ouais. Avant, j'avais cette volonté d'essayer de rendre le joueur intelligent. Je pensais que j'ai toujours pensé que l'aspect tactique était important. Ouais. Mais le fait de l'avoir vécu, ça m'a donné de nouveaux outils, et quelque part, je me suis senti beaucoup plus efficace dans mes actions pédagogiques. D'accord. Alors, ce parcours, cet électrochoc-là en 2003, il s'est vérifié avec le temps. C'est-à-dire que je me sens aujourd'hui meilleur éducateur que je ne l'étais il y a 5 ans, ou je l'étais encore pire il y a 10 ans. Mm-hmm. On façonne nos méthodes à l'usage, à l'expérimentation. Ouais, d'accord. Donc, il y a eu cette bascule, mais ensuite, je n'ai fait que l'entretenir. Et pourquoi la page Facebook? Pour en revenir à comment tu m'as connu et contacté.
En fait, je savais qu'il y avait la méthode globale. Je sais qu'elle est aussi exploitée, voire très largement exploitée dans d'autres pays. Et ma volonté, c'était de créer un espace d'échange avec d'autres éducateurs qui ont ou pas cette sensibilité-là, mais en tout cas qui ont des informations sur les différentes manières de la traiter. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on se rend compte que effectivement, il y a comment on a été formé, mais il se passe des choses très intéressantes en Espagne depuis un moment. Il se passe des choses très intéressantes au Portugal depuis un moment. L'Allemagne a aussi basculé au début des années 2000. Et puis après, voilà, c'est propre à chacun. C'est pas parce que tu es coach espagnol que tu es forcément adepte de la méthode globale. C'est pas parce que tu es coach italien que tu es forcément adepte du 11 contre 0 et de la préparation physique. Tu as des exceptions aux courants fédéraux dans chaque pays. D'ailleurs, en France, tu vois, quand Alain Casanova a dit ouvertement qu'il appliquait la périodisation tactique, c'était un exemple isolé, c'est-à-dire que tu avais du mal à trouver à haut niveau d'autres personnes qui appliquaient la périodisation tactique. Mais à côté de ça, tu avais Gourcuff qui travaillait depuis des années sur le jeu. Ensuite, tu as les Portugais qui sont arrivés, tu vois, donc c'est un système qui est sans cesse en mouvement. Et du coup, un petit peu là pour faire le parallèle, est-ce qu'on peut dire que la méthode globale, ça se rapproche de la périodisation tactique, pardon? Ou est-ce que c'est deux concepts complètement différents ou pas du tout? Parce que mine de rien, je connais pas trop non plus la périodisation tactique, mais j'avais eu la chance d'échanger un petit peu au téléphone avec Damien. De la Santa, ouais, c'est ça. Et du coup, moi, ce que je me disais, c'est que ça se rapproche un petit peu. C'est un concept au final que je pense qui peut être très adapté et très intéressant à adapter sur des clubs amateurs, je pense. Oui, alors la périodisation tactique, déjà, c'est une méthode qui a été construite et protégée, notamment par Victor Frade. Alors, si aujourd'hui on devait la différencier de la méthode globale, il y a à la fois le côté sémantique, parce qu'effectivement, il y a ces deux terminologies différentes, donc alors que ça dans les idées, je dirais, à la genèse de tout ça, ça se rapproche quand même. La seule grosse différence aujourd'hui que je note entre la méthode globale et la périodisation tactique, déjà la périodisation tactique, c'est quelque chose qui est inscrit dans le temps, parce que c'est des morphocycles d'une semaine dans lesquels on travaille un certain nombre de principes du match au match, si tu veux. D'accord. Et la méthode globale, on peut considérer que c'est quelque chose d'intemporel. Oui. C'est-à-dire que la notion de programmation n'apparaît pas. C'est plutôt une méthode d'apprentissage de l'activité. Ouais, que l'on adapte réellement selon les progrès des individus. D'accord. Et d'ailleurs, certaines déclinaisons, la question avait été posée sur la page, donc c'est intéressant que tu reviennes dessus. La différence aujourd'hui qu'on peut noter, c'est que, ou en tout cas que moi je relève, mais qui n'est pas gravé dans le marbre non plus, c'est que chaque coach interprète les choses de sa manière. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu as des coachs qui font de la périodisation tactique, très clairement, mais qui en parallèle, dans le cadre de la périodisation tactique, font des exercices analytiques. Oui, d'accord. Voilà. Donc, et d'ailleurs, si vous reprenez le dossier de Casanova là-dessus, il me semble de mémoire qu'il y a des exercices qui ne sont pas tous globaux. D'ailleurs, exercice global, aujourd'hui, c'est devenu presque un oxymore, puisque l'exercice est quasiment analytique, d'après la terminologie fédérale. Oui, c'est clair. Donc, pour éviter la fausse route, on va dire que toutes les situations d'apprentissage ne sont pas globales. D'accord. Et du coup, pour revenir un petit peu, comme on vient d'en parler sur la méthode globale, comme on disait, c'est quelque chose qui n'est pas figé dans le temps, c'est adaptable au niveau des progrès des enfants ou des joueurs que l'on a. Donc je me pose la question, donc si on s'en résume à ça, c'est quelque chose qui est complètement adaptable à tout niveau et à tout âge, à toute catégorie finalement. Pour moi, oui. Après, certains ne préfèrent pas le traiter de cette manière, notamment chez les tout petits, avec la psychomotricité qui doit occuper encore une fois pour certains une place importante, voire prépondérante. Mais on peut très bien faire de la psychomotricité en faisant des jeux avec une orientation tactique. Ouais. Et le tout, c'est en fait
on est en plein dans les représentations de l'entraînement. Pour certains, le raccourci psychomotricité, exercice, tu vois, basique, analytique, de gamme athlétique, voilà, c'est une définition quasi instantanée. Alors que tu peux très bien faire de la psychomotricité en évitant des joueurs, en manipulant la balle, ou en pédipulant, comme disait Richard Pion, et en essayant en même temps de développer chez le joueur le fait qu'il construise le sens de jeu, c'est-à-dire j'ai une cible à attaquer, j'ai une cible à défendre, pour ça je dois éviter des adversaires, et pour essayer d'éviter des adversaires, j'ai l'opportunité d'avoir des partenaires. Parce que ça doit être les 3 phases que doit construire le tout jeune joueur. Et tu peux très bien faire de la psychomotricité en liant ces aspects, en liant le travail de psychomotricité sur les différents axes que tu veux travailler, avec les objectifs tactiques liés à cette catégorie d'âge. Tu peux dissocier, mais tu peux aussi les associer et en faire des situations sous forme de jeu. D'accord. Parce que moi, actuellement, je sais que je suis plus dans une... Enfin, je suis éducateur avec des jeunes et je suis plus dans une logique où, enfin, j'ai pas une méthode figée, c'est-à-dire que je fais pas 100% de méthode globale, 100% de méthode Corver, c'est plutôt un mix des deux, parce que je me ressens, par rapport à la construction, à la formation du jeune joueur, je ressens vraiment la philosophie Corver, quoi. Je la conçois vraiment, que je la partage vraiment, et du coup, j'essaye d'inculquer ça, tout en essayant de pas non plus trop, parce que je considère aussi le football comme un tout, j'ai pas envie de tout dissocier, même si je pense que de temps en temps, pour l'instant je pense ça, après ça va peut-être changer, que le fait de dissocier ça permet aussi un meilleur apprentissage pour moi, car il y a peut-être plus de répétitions, et du coup je pars du principe que plus il y a de répétitions, plus il y a un meilleur apprentissage de l'enfant. Donc, avant de rentrer dans le débat, je relève une chose qui est très importante dans ce que tu dis, c'est tu fais ça parce que tu le sens. Et je pense que chaque éducateur, quand il fait quelque chose, quand il met en place un exercice, il le fait pas par défaut d'un autre exercice qui aurait plus de valeur à ses yeux, mais qu'il maîtrise moins. C'est-à-dire que quand on fait les choses, on pense que c'est la bonne solution. Ouais, voilà, c'est complètement en plus ce que j'explique un petit peu aux enfants, c'est que je leur propose ça parce que pour moi, je pense que c'est la meilleure chose pour eux actuellement, etc. Du coup, eux, ils se disent, ah ouais, bah, tant mieux, donc je vais le faire entre guillemets à 100%, etc. Donc, au final, ça les aide aussi à être motivés. Projeter dans la tâche. Ouais, voilà, ouais. Donc, pour l'instant, on va voir. Mais demain, en tant qu'éducateur, tu vas accumuler des expériences, tu vas être formé à d'autres choses qui vont te plaire, peut-être. Et du coup, pour un même objectif pédagogique, bah, tu vas peut-être proposer dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, une autre situation d'apprentissage. Ouais, c'est ce que je me dis. Qui sera éloigné, opposé, complémentaire, j'en sais rien, à celle que tu fais aujourd'hui. Mais le coach, c'est comme le joueur. Il répond à des problèmes. Aujourd'hui, tu as un problème, tu dois faire progresser des gamins en fonction d'un projet pédagogique qui est soit imposé par la Fédé, soit construit au niveau de ton club, ça dépend du niveau d'organisation de ton club. Et donc, par rapport à ça, tu as un niveau de ressources qui est lié à tes connaissances, aux formations que tu as suivies, à comment tu te documentes, et tu réponds aux problèmes avec ton niveau de ressources. Et le joueur, dans le jeu, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'il est confronté à des problèmes. Un joueur expert, il va pas résoudre le même niveau de problème qu'un joueur amateur, un joueur débutant. Ouais, complètement. Parce qu'il a construit d'autres choses. Donc c'est pour ça que, pour moi, certes, j'ai l'impression, comme je te disais tout à l'heure, en tant qu'éducateur, d'avoir progressé tout au long de ma petite expérience, mais c'est pas progressé en fait. J'ai évolué, je me suis adapté et marié avec certains concepts. Parce que tu es resté aussi ouvert, et t'es pas resté fermé sur entre guillemets tes convictions, voilà. Parce que là, moi, j'ai l'impression qu'il y en a certains qui restent enfermés dans leur méthode. Ouais, mais je pense les gens qui ont ces certitudes-là, les gens qui ont ces certitudes-là, et qui sont pro et anti, c'est selon moi qu'ils connaissent pas ce pourquoi ils sont anti, en fait. Donc, de fait, ça nous protège de dire que c'est moins bien. Après, voilà,
comme tu dis, c'est lié à un problème d'ouverture. L'ouverture, elle est des fois liée à des problématiques de temps. Quand c'est un éducateur bénévole qui consacre pas 100% de son temps à construire ces situations d'entraînement qu'il va faire le soir, voilà, c'est aussi le chemin. Tu utilises des fois le raccourci ou le chemin le plus rapide pour construire ta séance. Tandis que d'autres, ils passent des journées, ils font de l'analyse vidéo, machin. Alors, forcément, la richesse n'est pas la même. Ouais. Et du coup, pour revenir un petit peu, parce que tu disais tout à l'heure que tu as été responsable technique au sein du club de Bourg-Péronard, c'est ça? Ouais. Et du coup, déjà, c'était à quel moment, entre guillemets, dans ta formation? C'est-à-dire, c'était au début, c'était il n'y a pas trop longtemps. Du coup, qu'est-ce que tu as mis en place? Comment tu fonctionnais C'était par rapport à mon parcours, je dirais que c'est au centre. C'est de 2007 à 2012. Donc, quand je suis arrivé à Bourg, ce que j'ai rapidement relevé, c'est qu'il y avait à la fois des problèmes d'organisation, des problèmes de méthodologie entre les coachs. Tu vois, il n'y avait pas de lien. Voilà, tout à fait. Chaque coach était livré à lui-même et appliquait des recettes qui lui semblaient être les meilleures à ce moment-là. Donc, un des premiers enjeux, ça a été un enjeu d'harmonisation des méthodes d'apprentissage et des contenus. Donc ça, t'es parti d'un constat? T'es parti sur une phase d'observation au départ du club ou tu l'as ressenti? J'ai fait en amont de ma signature parce que j'ai eu la possibilité de faire un diagnostic sur 2-3 mois avant de signer, parce que j'ai pris mon engagement avec Bourg alors que j'étais déjà avec un autre club, donc ça m'a laissé un peu de temps pour aussi me renseigner et construire le projet technique, la politique sportive. Et donc, ce qui a été intéressant dans ce travail d'harmonisation, c'est qu'on rencontre les problématiques qu'aujourd'hui, tu vois, on évoque tout à l'heure dans le cadre de nos discussions à bâton rompu avec les éducateurs qu'on rencontre, c'est-à-dire que t'en as un qui est pro ceci, anti cela, enfin machin. Ouais. Et on a travaillé, donc on s'est mis d'accord sur une vision commune qui a parlé, je dirais, à tout le monde. Et après, ça a été la condition sine qua non pour que les gens nous rejoignent dans le projet. C'est-à-dire que s'ils voulaient rejoindre quelque part notre équipe technique, il fallait qu'ils rentrent dans le cadre qu'on avait fixé en termes de représentation de l'activité et des méthodes pour l'enseigner. Qu'il adhère au projet, quoi, finalement. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que la phase d'adhésion, il fallait qu'elle soit antérieure à l'adhésion en elle-même. Oui. Si tu as le profil pour rentrer, tu viens. Si tu n'as pas le profil pour rentrer, soit tu viens pas, soit tu te donnes du temps pour te former et être prêt. Mais bon, ça c'est... Il y a aussi des fois des aspects plus logistiques ou en tout cas pratiques qui font qu'on a aussi fait de la formation en interne. D'accord. Toutes nos commissions techniques, en fait, toutes les commissions techniques qui étaient organisées au sein du club et que je coordonnais parce que je les animais pas toutes. J'ai pas le niveau d'expertise de certains collègues dans des domaines bien précis, donc des fois c'était animé par d'autres collègues. Elles avaient pour objectif de développer des compétences justement chez les autres éducateurs du club. D'accord. En gros, pour donner un exemple très précis, assez analytique pour le coup, si tu as un préparateur physique dans ton club, c'est plus autant que ce soit lui qui s'occupe de donner des informations et dispenser des formations internes sur ce sujet-là, plutôt qu'un entraîneur généraliste. Oui. Et comment vous fonctionnez au niveau des réunions entre guillemets comme ça techniques, vraiment sur un thème très précis? C'était assez souvent, tous les mois? C'était comment? Alors déjà, au-delà de la fréquence, ce qui est important, c'est de déterminer le processus des réunions. C'est-à-dire que on appréhendait les choses de manière active. On n'avait pas des informations descendantes assez magistrales, on était toujours sur du participatif, coordonné et régulé par le spécialiste du sujet. D'accord. Ensuite, au niveau de la fréquence, elle dépendait du niveau d'exigence du sujet traité. Il y a des choses qu'on traitait en une réunion, puis il y en a d'autres sur lesquelles il nous a fallu plusieurs réunions, 3, 4,
voire même il y a encore des dossiers qui sont ouverts, je pense. Ouais. Je ne suis plus au club là-bas, mais voilà, c'est cet aspect qui était stimulant aussi pour tout le monde, c'est-à-dire qu'au-delà de la compétition, on était en mouvement en permanence dans notre formation et dans notre développement de compétences de l'équipe éducative. Et la fréquence, il y avait à la fois des réunions générales, alors on les organisait, les réunions générales, elles réunissaient l'ensemble des éducateurs du club, du coach de l'équipe première au primo arrivant qui s'occupait des débutants. Donc celle-ci, il y en avait 2 par an, c'était plutôt des réunions sous forme de bilan, ce qui permettait d'informer les collègues et de montrer à tout le monde qu'on fonctionnait de la même manière, donc une à Noël, une au mois de juin. Okay. Et ensuite, il y avait un déploiement à la fois par catégorie d'âge, mais aussi par domaine d'activité. Donc, les fréquences dépendaient justement comme je te le disais tout à l'heure, de l'importance du sujet, puis des fois de l'urgence du sujet aussi. D'accord. Parce que pour fonctionner, on vous laisse créer des outils. Et si on avait mis 5 ans pour construire nos outils, c'est évident qu'on n'aurait pas fonctionné de la même manière qu'on l'a fait durant ces 5 années. Quoi. Et du coup, au départ, tu t'étais engagé sur 5 années, justement, ou pas du tout? Non, il n'y avait pas de... C'était un contrat à durée indéterminée. Il n'y avait pas de comment dire, de limite à notre projet. On avait fait une première phase du projet de 2007 à 2012. Okay. Et donc, lors de l'année 2011-2012, on a construit la phase 2012-2017. D'accord. Parce qu'on repartait pour un bail de 5 ans au niveau du projet. Et voilà, on était, comme je te le disais tout à l'heure, notre volonté, c'était d'être toujours mieux qu'on était la veille, quoi. Oui, oui. Voilà, donc ça, il n'y a pas... C'est une dynamique. Oui. Donc on l'a entretenu et le club est monté de CFA2 à Ligue 2. Les jeunes jouent en national, en U15, tu joues pas en national, mais ils étaient au plus haut niveau régional, les U17 en national. D'accord. Et maintenant, ils montent un centre de formation, tu vois. D'accord. Ah oui. Ah, j'étais intéressé au départ parce que je devais partir pour mes études vers la région lyonnaise, puis je m'étais renseigné sur les clubs du coin, et c'est vrai que le club de Bourg-Péronnet m'avait fait une bonne impression. Ouais, parce que je vais te donner la photographie de départ et tu la compareras à la situation actuelle. La première année, quand je suis arrivé, il y avait un éducateur pour 50 U11 qui était aidé par quelques papas à profil footeux, on va dire. T'avais aucun jeune en section sportive. Et déjà en 2012, t'avais quasiment dans le club un éducateur formé pour 10 gamins. Ça, c'était un minimum. Ouais. Et en plus, tu avais 120 joueurs en section sportive de la 6e au bac plus 2. D'accord. D'accord. Et au niveau des séances, par exemple, parce que moi actuellement je suis axé sur le foot à 8. Et ce qui m'intéresse vraiment, c'est la formation des jeunes, que ça aille de U6 jusqu'à U13. Et du coup, actuellement, je m'interroge beaucoup, je me pose beaucoup de questions. C'est pour ça aussi, d'où la démarche aussi d'appeler des personnes pour échanger sur certains sujets. Et du coup, je me demande si justement, entre guillemets, au foot à 8, est-ce qu'on est dans le vrai? C'est-à-dire que quand je vois, par exemple, dans certains clubs, où après, ils font aussi selon leurs moyens, aussi, on peut pas non plus, entre guillemets, juger quand on connaît pas la situation dans laquelle ils sont réellement, etc. Est-ce que y a certains clubs qui sont dans le vrai, c'est-à-dire que est-ce qu'ils se posent vraiment les bonnes questions, à savoir quels sont vraiment les objectifs du foot à 8? Et du coup, j'aimerais savoir, toi, quels sont pour toi les enjeux et les objectifs d'un enfant qui est au foot à 8? C'est-à-dire que quels sont les enjeux techniques, qu'est-ce qu'on doit faire dans l'entraînement, comment on doit l'amener pour qu'il arrive à un tel niveau au foot à 11? Alors, le foot à 8, il a des particularités. Il avait encore plus de particularités lorsque c'était du foot à 9, parce que notamment, tu es confronté à des problématiques d'espace. Oui. Que tu rencontres pas forcément dès que le jeune passe en U14, puisque certes, ils sont plus nombreux sur le terrain, mais le terrain fait le double d'espace. Donc, ils étaient amenés à rencontrer des problèmes complètement différents d'une année sur l'autre, et notamment, pour moi, si j'avais à les hiérarchiser, ces problèmes-là, pour moi, les problèmes d'espace sont plus faciles à régler que les problèmes
inhérent aux premières années du foot à 11. Et tu vois, ceci, ça me fait dire une chose, et ça, il est important que les éducateurs en ont conscience, c'est-à-dire que il faut que je parte de l'activité pour construire mes situations d'entraînement. Je vais pas construire les mêmes entraînements pour une équipe, enfin, en tout cas, pour des jeunes qui sont inscrits dans du foot à 8, alors que pour des jeunes qui ont 5 ou 6 ou voire 12 mois de plus, pour les plus gros écarts, qui sont tout de suite dans du foot à 11. Puisque les exigences du jeu à ce moment-là sont complètement différentes. Donc, il est important de faire un bon 360 degrés de ce qu'est le foot à ce moment-là. Donc, c'est pour ça que dans les formations fédérales, tu as toujours un module sur la connaissance de l'activité. Mais ce qui est important ensuite de construire comme compétence, c'est à partir du moment où je connais l'activité, à partir du moment où je suis capable de la décrypter, comment je recontextualise les problématiques de jeu dans mes séances d'entraînement. Et c'est là que la méthode est importante. C'est-à-dire que à la fois, tu peux partir du jeu pour développer des compétences dans l'entraînement, mais tu peux le faire de deux manières. Tu peux le faire à la fois dans le même contexte, c'est-à-dire tu reprends l'ensemble des éléments, donc tu refais du jeu, ou tu peux le faire de manière découpée, le faire de manière analytique. Donc, si je prêchais pour ma paroisse, c'est-à-dire mes convictions, je te dirais que bien évidemment, il faut s'entraîner comme on joue. Tu vois la nuance, parce qu'on entend souvent on joue comme on s'entraîne, mais non, il faut surtout s'entraîner comme on joue. Et pour d'autres, il faut complètement isoler les choses et les développer de manière analytique, quoi. Oui, d'accord. Et du coup, donc c'est pas en te répondant de cette manière, je veux pas fuir le sujet parce que on pourrait en parler longtemps, mais je pense surtout si on avait une réponse transversale à faire et qui sert au plus grand nombre, ce serait de dire analyse ce qui se passe au niveau du jeu de ton équipe dans ta catégorie d'âge, donc vraiment en fonction du public que tu entraînes, et à ce moment-là, tire-en des conséquences pour construire tes séances d'entraînement. Je suis complètement d'accord avec ça, et aussi je me permettrais de rajouter, c'est parce que au final, il faut l'entraîner aussi à répondre à un objectif plus tard, donc il faut se poser les questions comment on veut que notre joueur, enfin qu'est-ce qu'il doit être capable de faire quand il arrive sur du foot à 11. Et comme ça nous permet aussi d'orienter... Oui. Mais un objectif de quel ordre? Tu parles d'un objectif de maîtrise? Ouais, voilà, un objectif de performance, quoi, sur le terrain. De l'activité, voilà, c'est ça. De performance. Ouais, alors, certes, tu prépares l'avenir, mais ça, c'est toujours pareil, tu vois. On se questionne aussi dans les formations, quelle est la bonne recette de la programmation? Est-ce que je réponds à des problématiques ponctuelles liées au match qui viennent de se passer? Est-ce que je suis un plan de formation? Est-ce que je suis sur une alternance des deux? Donc, je te dirais que peu importe la réalité qu'on se crée, l'important c'est d'être cohérent. C'est-à-dire, si dans ton club, ou en tout cas toi, dans ton mode de fonctionner, tu considères qu'il faut mieux suivre un plan de formation, mais fais-le tout le temps. Oui, c'est clair. Et aussi, tu peux pas te permettre de faire ça les 13 matchs de la saison, et le 14e et dernier match qui va te permettre de savoir si tu es champion U12 de telle ou telle région, tu changes ta méthode parce que à ce moment-là, c'est important, quoi. Ouais. Et du coup, là, j'aimerais bien rebondir un peu sur une notion qu'on n'a pas trop abordée, mais que j'aimerais bien justement suivre, parce que c'est la suite logique au final un petit peu du truc. C'est la notion un peu confrontée, est-ce que par exemple au foot à 8, il faut qu'on accorde une grande importance au résultat, ou qu'on accorde une grande importance au contenu? Parce que, et après, un peu ton avis là-dessus, moi j'ai un avis que je peux donner, c'est pour moi un enfant, de toute façon, même s'il joue dans la cour de récré, il va jouer pour gagner de toute façon. Il n'a pas envie de perdre, donc il va se donner les moyens de gagner. Donc cette envie de compétition, il l'a déjà instinctivement. Et pour moi, faut qu'on passe au-dessus du résultat chez les jeunes, c'est-à-dire que il faut qu'on fasse comprendre à l'enfant que c'est autre chose qu'un résultat, quoi. Faut pas qu'il se dise, voilà, on a gagné, on est fort, et on a perdu, on est nul. Et du coup, moi je pense qu'il faut qu'on aille justement dans cette idée-là, quoi, dans l'idée contraire de pas mettre les enfants, de pas les valoriser par rapport aux résultats qu'ils auront
qu'ils auront obtenu le week-end. De toute façon, déjà, tu peux partir du principe qu'un match de foot, ou en tout cas la manière d'aborder un match de foot, c'est toujours perfectible. Je ne sais pas quelles sont les dernières statistiques, mais on va considérer que si tu as 100 fois le ballon dans le match, tu vas pas mettre 100 buts. Oui, c'est sûr. Voilà. Donc si tu mets 2 buts, ça veut dire que tu as quand même 2% d'efficacité dans ton entreprise offensive, quoi. Donc de toute manière, c'est toujours perfectible. Le football, c'est toujours quelque chose de perfectible. Parce qu'à un moment ou l'autre, tu n'as pas 100% du temps le ballon. Oui, c'est sûr. Voilà. Donc, ce qui est évident, c'est que quand tu gagnes un match 4-0, alors que tu as les ressources pour le gagner 8 ou 9-0, c'est pas très bien joué. À l'inverse, quand tu fais un match contre une équipe qui est à peu près à ton niveau et que tu les bats 2 ou 3-0 en développant le jeu qui t'a permis de mettre ces buts-là, tu peux considérer que c'est une bonne performance. Donc, ce qui est important pour moi, c'est de relier les deux. C'est-à-dire que, comme tu le disais très bien, on construit des moyens de manière à obtenir des résultats. Mais c'est aussi un bon moyen de donner du sens à un gamin. C'est-à-dire que pour gagner des matchs, il faut développer des compétences, des savoir-faire, des compétences dans différents domaines, dans le domaine tactique, technique, athlétique, mental, pour être performant. Et à partir du moment où il a conscience qu'en développant ces choses-là, j'augmente mon potentiel performance, pour moi, il est déjà dans une démarche, disons, favorable par rapport à ses apprentissages. Ouais, complètement. La problématique, c'est que tu ne maîtrises pas l'environnement. Ouais, et l'environnement, c'est les parents, c'est dans certains domaines la presse, puis maintenant avec les réseaux sociaux, les sites web, n'importe quelle équipe a son petit moment de lumière dans la semaine. Donc les raccourcis sont rapidement faits, quoi. C'est-à-dire que tu as superbe victoire des U12, ils ont gagné 2-0 contre le voisin, machin. Ouais, mais est-ce que tu as vu le match? Quelle était la nature du rapport de force? Est-ce que effectivement 2-0 c'est le meilleur match qu'ils pouvaient faire, ou est-ce qu'ils pouvaient gagner 5-0 ce match-là? Ouais, c'est complètement la démarche que j'ai finalement moi avec les jeunes que j'encadre, c'est de leur faire comprendre que la victoire on doit aller la chercher, mais avec entre guillemets le contenu qu'on attend, c'est-à-dire qu'ils savent que, enfin, le but du jeu de cette année-là, c'est de leur faire comprendre que c'est en ayant un bon contenu, donc par rapport à ce qu'on fait à l'entraînement, etc., qu'on pourra décrocher une victoire. C'est pas en cherchant à tout prix à gagner, en faisant entre guillemets n'importe quoi, que c'est comme ça qu'on y arrivera. Après, de temps en temps, on sait très bien que le match sera jamais parfait, comme tu l'as dit. Donc de temps en temps, on sera peut-être amené à gagner sans avoir eu le meilleur contenu possible. Mais le but du jeu, c'est de leur faire prendre conscience que on va chercher la victoire, et on sait que le chemin le plus adapté à cette victoire, c'est le contenu qu'on travaille à l'entraînement, justement. Ouais, et en plus, c'est pour ça que c'est génial le football, c'est que c'est un sport d'incertitude. Donc tu peux très bien réunir 99% des conditions pour l'emporter, et faire 3 poteaux, te faire refuser un but sur une décision arbitrale, subir une erreur d'un de tes partenaires et perdre le match 1-0. Ouais, complètement. Et pour le coup, tu auras rendu une copie de belle qualité, mais tu auras une note en dessous de la moyenne, quoi. Parce que tu auras perdu le match. Donc, il faut associer les deux, mais il faut aussi que le gamin considère que à la fois c'est un rapport de force, et que tant que j'ai pas réuni 100% des conditions, j'ai pas réuni toutes les conditions pour l'emporter, quoi. Enfin, c'est un peu, c'est dire la même chose si tu veux, mais tu vois, quand je te donnais l'idée des 99%, c'est exactement ça. C'est-à-dire que tu peux tout faire bien sauf une petite chose, et cette petite chose met en péril tout ce que tu as fait bien avant. Ouais, complètement. C'est pour ça que marquer un but, c'est important, parce que ça crédibilise quelque part la qualité du jeu que tu as produit avant. C'est vrai. Ouais, donc au final, faut pas non plus, faut penser aux deux finalement quand même. Faut pas chercher à les dissocier. L'un étant la conséquence, pour moi, l'un étant la conséquence de l'autre, dans la limite de l'incertitude du jeu et du fait que ce soit un rapport de force.
Tu ne peux pas faire l'économie que de créer cette association en disant pour gagner, il faut bien jouer. Parce que bien jouer, des fois, c'est bien défendre. Bien jouer, des fois, c'est bien attaquer. Mais en tout cas, il faut maîtriser ce qu'on fait. D'accord. Et du coup, moi aussi, actuellement, je m'interroge beaucoup sur le fait de rendre acteurs les jeunes et les joueurs de leur apprentissage. Et du coup, je m'interroge beaucoup sur au niveau de la pédagogie, quelle pédagogie adapter pour que les joueurs soient acteurs de leur apprentissage. Et du coup, je me pose la question et je me demande, c'est pour ça que je t'appelle aussi finalement, pour savoir si toi, est-ce que comment adapter sa pédagogie pour rendre acteur le joueur de son apprentissage. Donc, faut le questionner, mais aussi, je pense qu'il y a peut-être aussi d'autres choses à faire, etc. Donc, j'aimerais bien en savoir plus. Je pourrais te faire la même réponse qu'à la question tout à l'heure sur les méthodes d'entraînement. En fait, les méthodes d'apprentissage, d'enseignement, répondent pour moi aux mêmes logiques que la réponse de tout à l'heure, que les méthodes d'entraînement, c'est-à-dire que ça dépend de ton niveau de ressources. C'est-à-dire que tu es capable d'enseigner de manière directive, c'est une chose. Tu es capable d'enseigner de manière active et sur une pédagogie ouverte, c'en est une autre. Tu es capable de faire une alternance entre les deux, c'est encore un autre niveau de compétence. Je te dirais, pour moi aujourd'hui, une chose est certaine, c'est que il faut expérimenter. Il faut surtout se rendre compte de la manière à la fois dans laquelle je suis à l'aise avec telle ou telle méthode et dans la manière à laquelle elle est reçue par mes joueurs. Et encore après, comment se font les interactions entre eux et moi. Oui, d'accord. Parce que l'idée, c'est effectivement, là on rentre dans des aspects didactiques, mais l'idée à la fin, c'est qu'on atteigne l'objectif pédagogique. Donc, peu importe le chemin, toi tu vas parcourir un chemin, moi je vais en parcourir un autre, mais si à la fin le gamin a appris, on a atteint notre objectif. D'accord. Complètement, je suis complètement d'accord. Ouais. D'accord. Alors après, il y a une chose qui est certaine, c'est que je pense qu'il faut être raccord entre ce qu'on propose comme situation d'entraînement et la méthode pédagogique qu'on a en face. Et pour autant, tu peux t'accorder quelques entorses dans ta méthode pédagogique pour en exploiter une autre qui, à ce moment-là, te paraît beaucoup plus pertinente. Au même titre que, de temps en temps, certains coachs vont placer une situation analytique entre deux situations globales. Tu vois, on en revient toujours au même, c'est j'ai un objectif, quel est le moyen pour l'atteindre, quelles sont les ressources que j'ai et comment je les exploite pour atteindre l'objectif. Oui, c'est sûr. Au final, c'est ce qui lie un peu tout, au final, cette question, cette notion de ressources aussi personnelles que l'on a entre guillemets en poche. C'est ça le plus dur, c'est bien se connaître. Puis au final, je pense que... vu qu'on est la personne la plus difficile à connaître, c'est clair. C'est là le chantier. Enfin, pour moi, il se situe là le vrai chantier, quoi. Et si tu n'es pas capable de faire cette introspection, si aujourd'hui tu regardes une situation sur Internet, tu appliques la recette telle que tu l'as compris avec tes représentations du moment, ton niveau de ressources du moment, le rendu sera sûrement pas à la hauteur de ce qui était prévu ou en tout cas du résultat annoncé. Et là, on va gueuler sur l'exercice, on va dire mais attends, ta recette elle marche pas. Mais occupe-toi du cuisinier avant de t'occuper de la recette, quoi. Oui, c'est clair. Et c'est pour ça que j'aime bien la démarche de foot citoyen, je sais pas si tu connais un petit peu. Qui sont partis dans quelques clubs, aller filmer un petit peu les éducateurs en séance et en match. Comme ça, ils faisaient un retour vidéo avec l'éducateur et ils prenaient conscience vraiment de son impact vis-à-vis du groupe. Et du coup, c'était un peu dans cette idée-là, ça rejoignait complètement cette idée de se connaître finalement. Et du coup, je pense que dans les clubs, ça peut être quelque chose aussi à mettre en place qui au final demande pas grand-chose à part une caméra et un petit peu de temps, quoi. Et surtout des conditions interpersonnelles pour le faire. Parce que tu vas tout de suite te confronter à un problème, c'est le problème de la sécurité. Pas de la sécurité, je vais me tordre la cheville ou il y a la cage qui va me tomber dessus. La sécurité, il va se moquer de moi, je vais passer pour un âne, ou même s'il me le dit pas, je vais le ressentir à un moment donné. Tandis que il faut qu'il y ait un pacte qui soit monté entre les deux personnes et qu'on soit capable de se dire des choses, et quand je te dis des choses, tu les acceptes, et à l'inverse, que quand tu m'en diras, je les accepte aussi. Et surtout qu'on considère que c'est peut-être pour nous un levier d'épanouissement.
Et bien souvent, avant de rentrer dans ces processus, on occulte cette phase-là. Et du coup, la valeur de ce qu'on fait est pas terrible, quoi. Ouais, c'est faussé. Donc, je te conseille, si tu rentres dans ces trucs-là, de dire à ton collègue coach, ouais, je vais te filmer. Après, on la regarde ensemble, on essaie de tirer un enseignement des bonnes pratiques. En fait, on est purement dans de l'analyse de pratique. Donc, l'idée, c'est de l'utiliser comme un outil et pas forcément un jugement de valeur. Et c'est un peu la même avec les coachs, avec les joueurs, pardon. Parce que, tu vois, nous, en tant que coach, quelque part, on est normalement des spécialistes de l'apprentissage de l'activité, en tout cas de l'enseignement de l'activité. Mais on est souvent aussi des spécialistes de l'évaluation. Oui. Tu as fait un bon match, tu as fait un mauvais match, tu as fait une bonne passe, tu as fait une mauvaise passe, tu as fait un bon choix, tu as fait un mauvais choix. Mais en fin de compte, si tu n'as pas créé les conditions de cette relation avec le joueur, si à chaque fois que tu lui dis qu'il a fait une mauvaise passe, pour lui c'est une vraie agression et ça a plutôt tendance à l'inhiber, il va pas s'ouvrir au conseil que tu vas lui donner derrière. Ouais, c'est sûr. Tu vois ? Donc en amont de tout ça, ce qui est important, c'est créer les conditions de la collaboration. D'accord. Entre coach et joueur. Voilà. Et du coup, j'aimerais revenir aussi sur le fait que tu nous as dit au tout départ que tu intervenais en tant que, je sais plus, il me semble, l'UFR STAPS dans le domaine de la préparation physique. Et du coup, j'aimerais bien savoir un petit peu ton avis un peu sur cette notion de préparation physique. Est-ce que pour toi, actuellement, quelles sont tes pensées là-dessus ? Alors, les pensées, les positions par rapport à la préparation physique, j'aurais presque tendance à les comparer aux positions par rapport à l'informatique. Ce qui est vrai aujourd'hui ne le sera plus demain. Et des fois, on revient à ce qui était vrai avant-hier. Bon, alors, ce qui est assez déroutant pour nous qui sommes de la partie, c'est de se dire que ce que je sais aujourd'hui sera peut-être plus valable demain. Donc du coup, on a déjà des doutes sur ce qu'on sait aujourd'hui. Oui. Et à l'inverse, à côté de toi, tu as un éducateur qui a des certitudes sur un aspect, qui fait des coupeurs de 12 minutes depuis 10 ans et il les fera encore dans 10 ans. Quoi. Oui. Alors, je te dirais que c'est propre à chacun, encore une fois. Et si je devais me positionner par rapport à ça, moi, j'aime en tout cas la traiter de manière intégrée. D'accord. Alors, je vois la remarque tout de suite, certains se diront ouais, mais on peut pas quantifier la charge. Mais quantifier la charge, c'est rassurant pour qui au final? Ouais. Tu comprends où je veux t'emmener? Ouais, complètement. C'est-à-dire que quand il fait la charge, c'est dire aux joueurs, bah écoute, moi j'ai fait ma part du boulot, t'as couru 18 mètres 42 au lieu de 13 mètres 17. Ton cœur il a battu à tel machin, mais ok, si tu corrèles pas ça à la complexité du jeu, à dire si à ce moment-là t'es pas capable de voir ton partenaire ou d'identifier l'espace ou l'adversaire ou l'arrivée du ballon, t'as construit une compétence de manière isolée et du coup tu peux pas la retranscrire dans le jeu, quoi. Ouais. Parce que la finalité c'est le jeu. Ouais, complètement. On s'entraîne pour faire des matchs, on s'entraîne pas pour faire autre chose. Au final, quand on fait quelque chose un petit peu de trop dissocié, au final, on sait même pas si le joueur, si le joueur comprend le sens qu'on veut lui donner, parce qu'on donne pas de sens finalement à un travail comme ça. Il y a cet aspect, effectivement, tu as raison. Tout à l'heure, tu parlais d'être acteur de son apprentissage, donc il faut effectivement qu'il donne ce sens-là. Parce que pour s'engager dans la tâche, il faut qu'il lui donne du crédit. Mais au-delà de ça, c'est le transfert. C'est-à-dire, je développe une compétence. Mais est-ce qu'il va être capable de la transférer dans un contexte complexe? Ouais. Ah, du coup, finalement, un peu... Donc, ne faudrait-il pas s'entraîner comme on joue? Ouais, voilà, c'est ce que j'allais dire. Et du coup, pour finir un petit peu cet échange, parce que j'aime bien lire, j'aime bien lire pas des romans pour l'instant, je suis pas trop fan de romans, mais j'aime bien lire sur l'entraînement, sur la pédagogie, sur tout ce qui touche un peu au domaine du football et de l'enseignement. Et du coup, j'aimerais savoir quelle lecture t'a marqué récemment vraiment à ce sujet-là.
Récemment ou non, hein, peut-être qu'il y a 10 ans, tu as eu une lecture. Pour moi, le point de départ des lectures, ça a été Gréaigne. Ouais. Ça correspond à peu près à l'électrochoc de 2003 dont je faisais allusion tout à l'heure. Et aujourd'hui, les lectures que j'ai, bon, bah, bien sûr Edgar Morin, surtout tout ce qui a un rapport à la complexité. J'aime bien aussi les livres que fait Marty Perarnaud, notamment le dernier là, sur la métamorphose de Guardiola. Je trouve qu'il est accessible et mine de rien, il nous fournit pas mal d'informations. Ouais, je suis d'accord. Non pas en tant que lecteur lambda, mais en tant que amoureux de l'entraînement, ou en tout cas personne en capacité, ayant la volonté de développer des compétences dans son activité d'entraîneur. Voilà, ça c'est des bouquins qui me parlent, mais peut-être qu'ils me parlent aussi parce qu'on est proche en termes de méthode. Oui. C'est toujours pareil. Et du coup, pour revenir un peu sur le livre de Guardiola, pour ma part, que je lu, et quand je lisais, je sais que j'avais qu'une chose, c'est je lisais par exemple 10 pages, et après j'allais me poser, réfléchir un petit peu sur ma conception aussi de l'entraînement, ce que je faisais avec les jeunes, etc. Et du coup, c'est un livre qui vraiment, comme tu l'as dit, qui permet de réfléchir, qui permet de se confronter aussi à ce qui se dit dans ce livre-là. Moi, je sais que je vais le relire dans pas trop longtemps, quoi, parce que c'est vraiment un livre qui m'a pas bouleversé non plus, mais qui est... De toute façon, il crée des déséquilibres. C'est-à-dire que pourquoi il crée des déséquilibres? On a une idée, elle est perçue différemment dans le livre, ou en tout cas elle est exposée différemment. Du coup, ça change un peu notre représentation de ce qu'est la situation idéale à ce moment-là. Et après, bah voilà, ton idée, elle évolue. Et là, on est en plein, même si tu vas me dire je suis fou en disant ça, mais pour moi, c'est l'interactivité que tu crées avec le livre. C'est-à-dire, le livre annonce quelque chose, j'ai ma propre idée par rapport au sujet évoqué, et du coup, va peut-être émerger une nouvelle idée. Bon, bah, malheureusement, le livre, lui, n'en tirera pas profit, mais toi, tu en tireras profit, c'est évident. Oui, d'accord. Et du coup, vraiment pour finir, je t'embêterai pas plus. Si vraiment tu avais un conseil à donner à un éducateur, soit qui se lance, ou soit un éducateur, un jeune éducateur, comme moi ou comme je pense beaucoup d'autres, quel conseil tu lui donnerais? D'expérimenter beaucoup, de se méfier des recettes toutes faites. Il faut mieux se construire ses propres outils que de faire le braconnier tout le temps. Ou en tout cas, si tu fais le braconnier, essaie de les mettre ensuite à ta propre sauce, de les façonner à ta manière. Ça me semble important. Et surtout, ce qui est important dans l'activité d'éducateur, c'est de temps en temps de prendre un peu de hauteur sur ce qu'on fait pour, comme on le disait tout à l'heure, faire de l'analyse de pratique. Oui. Car ça a un côté enrichissant. Se regarder faire, se mettre en position méta, ça me semble être un outil indispensable pour progresser. D'accord. Ensuite, moi, ouais. Tu voulais conclure? Ouais, voilà, je voulais conclure. Si tu as d'autres choses à rajouter. Ça permet juste de dire un petit truc avant de te couper la parole. S'il y avait des bruits parasites, pour la petite histoire, parce qu'on entend peut-être un bruit de fond, j'habite juste à côté du stade du Ré à Nice, qu'ils sont en train de détruire. Ah ouais? Donc tu vois, le rapport au football est vraiment omniprésent. D'accord, je savais pas qu'ils allaient le détruire, ce stade-là. Je pensais pas que... Ah si, ils le détruisent. En même temps, avec le centre de formation qu'ils ont mis en place... Je sais pas si tu as eu l'occasion d'aller le visiter. Non, pas encore. Non, j'ai vu que l'extérieur, mais voilà, l'extérieur donne envie de voir l'intérieur. Ah ouais, moi j'ai vu des vidéos et j'ai envie de prendre un train et aller le visiter. Donc en tout cas, je te remercie de ton temps, d'avoir pu échanger avec moi. C'était, pour ma part, très enrichissant. J'espère que ceux qui l'écouteront ou prendront le temps de l'écouter l'apprécieront aussi. Donc je te remercie d'avoir participé. De mon côté, je te remercie de m'avoir sollicité. Surtout, je vous félicite parce que vous êtes plusieurs à administrer la page. Je vous félicite pour cette initiative parce que je pense qu'elle part d'un bon sentiment en tout cas, l'esprit, c'est pas de se positionner en donneur de leçons, c'est effectivement, il y a une info, je vais la prendre, elle m'intéresse ou pas, ben voilà. Alors peut-être que l'interview n'intéressera pas tout le monde, mais en tout cas,
s'il y en a deux, trois qui se retrouvent là-dedans, ou en tout cas chez qui ça fait émerger quelques idées, bah, on aura atteint notre objectif à tous. Complètement, parce que là au départ, moi je sais que ça me plaît, je suis content d'avoir échangé, donc elle m'a servi à moi, après si elle peut servir à d'autres, bah, c'est l'objectif quoi finalement. Donc je te remercie, puis je te souhaite une bonne journée. De même, à bientôt, au revoir. Au revoir.